Salon de la radio et de l'audio digital. Les experts Sur Connectoner. Notre expert, s'il en est, qui nous a rejoint, une personne fort sympathique, Frédéric Brulatour. Bonjour Frédéric, comment ça va ? Ravi d'abord de te retrouver, parce que je vois que tu es toujours en pleine forme. Ah bah on le déboulonne pas de l'endroit. Hein, entraînant, dynamique, bienveillant, avec un peu d'abnégation au programme de la radio, du Salon de la radio. Donc bravo, félicitations. Et puis je suis ravi aussi et surtout d'accueillir toutes celles et ceux qui ont repris la route pour revivre une nouvelle et 16e édition du Salon de la radio. 13e édition avec Frédéric et un nouvel invité. Alors, nous allons partir en Belgique pour parler radio, toujours, et parler de la radio publique en Belgique. On va survoler de nombreuses thématiques en donnant quelques coups de projecteur sur quelques initiatives assez originales qui sont menées là-bas, et notamment par la RTBF. Xavier Huberland, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce rapide entretien. On va, oui, je le disais à l'instant, mettre en avant un panorama de vos activités. Elles sont nombreuses, elles sont parfois loin d'être anecdotiques, originales. D'abord, la RTBF et le nombre de radios que vous développez dans ce beau pays à quelques encablures de Paris. Écoutez, nous étions à 5 radios début 2019 et grâce au DAB+, nous avons pu ajouter 4 nouvelles offres, donc ça fait 9 radios au total. Alors la première, Oui, Vivacité, bien, Pure, absolument, Musique 3, oui. ça ce sont les 4 stations phares du paysage radiophonique. Il manque encore Classique 21. Il manque effectivement Classique Radio 21. Pop Rock. Et puis vous avez ajouté 4 autres radios en DAB+, dont 2 qui ont fait un petit peu plus l'actualité ces dernières semaines. Oui, en fait, DAB+, nous a permis de proposer l'offre Tarmac également en DAB+. Tarmac s'adresse au 15-25, c'est une plateforme digitale exclusivement. Donc nous avions un flux de radio qui était un flux IP, disponible également via une application. Donc maintenant on a le broadcast DAB+. À côté de Tarmac, nous avons lancé Viva+, qui s'adresse à un public totalement différent, puisqu'on passe des 65, on parle des 65+, qui sont passionnés de musique française des années 60-70. Et de l'autre côté de l'axe des publics, pour les 25-35, nous avons lancé Jam, qui est une radio de musique éclectique, 100% découverte. Et je l'ai encore entendu ce matin dans ce salon, la découverte est une des fonctions principales, découverte de la musique, une des fonctions principales de la radio. Et à côté de ça, pour les francophones qui se promènent en Flandre, sur le réseau DAB+ flamand, nous avons lancé RTBF Mix, qui est un peu le meilleur de ce qu'on peut faire, puisque vous allez découvrir l'info de la matinale de la première le matin, la musique de Classique 21 durant la journée et le sport de Vivacité en soirée. Alors vous représentez le pôle média de la RTBF. Quel est son rôle quotidiennement ? Alors il est issu d'une volonté de transformation de la RTBF, un programme qui s'est développé sur plusieurs années, qui a été lancé depuis septembre 2018. Et je dirais qu'en gros, nous sommes organisés en 2 pôles, un pôle média et un pôle contenu. Le pôle média a pour objectif d'analyser les attentes de nos publics, et nous avons défini 4 grands groupes de publics, de briefer le pôle contenu sur leurs attentes en matière audio, vidéo, cross-média, puisque notre objectif est de répondre au mieux aux attentes du public d'abord sur chacune de nos initiatives. Le pôle contenu crée, produit, achète, et puis le pôle média met ça en musique en matière de distribution pour tous les médias, que ce soit télévision, radio ou digital. Alors juste pour assouvir ma curiosité, mais quels sont les 4 publics que vous êtes parvenu à identifier ? Alors je vais essayer d'être simple, sans rentrer trop loin dans la sématique, mais il y a d'abord un public large, qui est un public qui est encore très familier du linéaire, qui aime les rendez-vous, qui aime les grands événements, qui regarde principalement la Une, première chaîne chez nous, de télévision. Donc, c'est le public de l'RTC, on va dire. Oui, peut-être. de façon caricaturale, mais ça peut nous concerner tous à certains moments. Si vous avez un match de foot avec les Diables Rouges, vous allez aller le voir, donc la joie du direct. Et donc il met un peu plus de temps à aller vers le digital, mais il y va quand même. Alors il y a un deuxième public en termes de motivation un peu différent. Lui, il est en recherche de contenu spécifique en fonction de ses passions. Il veut de l'approfondissement, du questionnement, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'info, où il est en recherche de débats, pour lesquels nous attribuons les médias la première, Classique 21, Musique 3, on parle de passionnés de musique, et une chaîne de télévision, La 3, qui est une chaîne thématisée, qui vise vraiment ce public de gens qui sont très exigeants et qui vont à la recherche. Donc on devine qu'ils sont déjà davantage sur le digital que le premier groupe. Ils savent ce qu'ils veulent. Oui.
Ils sont ouverts à la découverte, mais ils font d'abord une démarche proactive. Et à côté de ça, nous avons les deux autres groupes qui sont plus générationnels. Et il y a ce qu'on appelle les jeunes adultes, 25-39 ans, que l'on doit tenter de raccrocher avec nos médias. Ils nous ont un peu quittés avant et pour lesquels on destine la chaîne de télévision La 2 et Pure, médias de radio musicale. Jam s'adresse également à eux, je vous en ai parlé il y a un instant. Et le dernier groupe qui est divisé en sous-groupes, ce sont ce qu'on appelle les nouvelles générations qui sont vraiment 100% digitales, sont digital natives, donc de 0 à 25 ans, dans lesquels nous distinguons les kids, pour lesquels nous venons de lancer d'ailleurs une nouvelle marionnette qui se trouve d'abord en digital mais qui va également apparaître sur Ouf TV. Nous avons les ados pour lesquels nous réfléchissons à de nouvelles offres 100% YouTube et les 15-25 auxquels l'offre Tarmac est destinée et qui est une offre d'abord musicale urbaine mais qui s'élargit un peu au niveau des thématiques. Est-ce que vous diriez que vous êtes un petit peu plus en avance que vos voisins européens ? Alors c'est pas à moi de le dire, je dirais simplement qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on est conscient de l'évolution des attentes et des usages et qu'on se doit d'y coller puisque notre contrat de gestion nous impose de répondre aux attentes de tous les publics, y compris des jeunes. D'où cette transformation qui nous pousse sur chaque initiative. Et je peux vous dire que ce point-là est acquis. Sur chaque initiative, on se pose d'abord la question de savoir à qui on va adresser l'initiative. Quel public visons-nous ? Nous déciderons alors du contenu et dans un deuxième temps du média le plus approprié. Si c'est du non-linéaire, ce sera du non-linéaire. Alors on va peut-être focuser davantage sur le DAB+, parce que là-bas, pour le coup, vous êtes un petit peu plus en avance qu'en France. La RTBF a même été un moteur pour l'ensemble du paysage radiophonique belge, puisqu'elle motorise certains multiplexes. Oui. En fait, nous estimons qu'en tant que service public, nous devons aider, accompagner le public dans la transformation digitale, en l'occurrence du média radio. Et donc nous avons pris un peu de temps, mais nous avons réussi à fédérer l'ensemble des acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc les chaînes de radio concurrentes privées. Donc en Belgique, le service public, pardonnez-moi, s'est positionné comme opérateur. Voilà. Absolument. Donc nous sommes l'opérateur au bénéfice de toutes les chaînes. Donc il n'y a plus de différenciation au niveau de la qualité du réseau. Tout le monde a accès à la même qualité. Aujourd'hui, c'est 25 radios qui sont distribuées en DAB+, depuis fin de l'année passée, puisqu'on a lancé ça en octobre-novembre 2019. 25 radios, 90% de couverture du territoire, à peu près 98% de la population. Et donc ça nous permet d'offrir à la population un service gratuit qui donne accès à l'info, la culture, le sport, le divertissement tous les jours avec une qualité qui est rehaussée. Nous allons nous distinguer, nous concurrents, sur l'éditorial, le contenu, la gestion de la marque. Mais je vous dirais que même pour le DAB+, nos équipes marketing respectives se retrouvent régulièrement pour développer ensemble la promotion de ce nouveau canal. Et on l'a vu sur des chiffres ce matin, en tout cas je l'ai vu dans une autre présentation au niveau de la France, le DAB+, ici aussi, n'est pas encore très connu. C'est maximum 23% des personnes qui reconnaissent le logo. Et donc c'est au bénéfice de l'ensemble que on essaie de fédérer nos moyens pour faire des plans de communication qui sont communs s'agissant du DAB+. Est-ce que les acteurs français pourraient s'inspirer de vos expériences en Belgique ? Alors peut-être pas en tant qu'opérateur. Je ne suis pas certain que le service public en France souhaite se positionner comme un opérateur de multiplex sur le territoire hexagonal, mais au moins dans la promotion du DAB+. Il y a une plateforme d'ailleurs qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, oui, la RTBF est un peu à l'origine, c'est maradio.be. Oui, maradio.be qui est donc la SBL qui regroupe l'ensemble de ces opérateurs, donc tout le monde en est membre. Et avec maradio.be, nous développons nous poussons l'agrégateur Radio Player et le DAB+. Et l'objectif, c'est d'accélérer la digitalisation et d'accompagner. On est bien conscient que seuls, nous n'allons pas arriver à augmenter suffisamment rapidement la pénétration des radios équipées de DAB+. Il faut des communications génériques. Et d'ailleurs, nous mettons à disposition l'ensemble des radios, nos animateurs phares, pour des campagnes communes visant à expliquer les avantages du DAB+ à la population. On a pu chiffrer l'impact de ces différentes campagnes auprès du public belge ? C'est trop tôt puisqu'elles ont commencé fin de l'année passée et donc on n'a pas encore d'horizon, par exemple, de fin de la FM. On va suivre ça régulièrement. Vous voyez que d'autres pays ont pris cette décision. La Suisse par exemple, pour 2024. Donc ils sont avant nous également sur le lancement du DAB+, donc leur expérience est intéressante à suivre. Mais nous sommes convaincus qu'une fois que l'auditeur a écouté la différence entre le DAB+ et la FM, si je peux m'exprimer ainsi, il n'y aura pas photo. Le choix est vite fait, difficile de revenir à la FM ensuite. Donc
Voilà, à nous de promouvoir de façon conjointe cette nouvelle possibilité de distribution. Mais vous êtes d'accord pour dire que sans campagne de promotion, sans vaste campagne nationale de promotion, l'impact, l'appropriation par l'utilisateur de cette nouvelle technologie sera davantage semée d'embûches et beaucoup moins progressive. Tout à fait d'accord, et on sait qu'en matière de nouvelles technologies, tant que vous n'avez pas atteint 20% de pénétration de la population, vous êtes extrêmement lent dans le développement de cette technologie, donc il faut aller au plus vite sur ce seuil et puis que l'effet bouche à oreille fasse le reste. Mais ça nécessite pour l'auditeur le fait de changer de récepteur. Heureusement, les prix sont comparables entre DAB+, et la norme FM, et les nouvelles voitures seront bientôt obligatoirement équipées du DAB+. Mais tout le monde ne change pas de nouvelle voiture chaque année. Vous regardez souvent ce qui se passe en France sur cette actualité précisément, ou chez nos voisins suisses qui, vous avez bien fait de le rappeler, ont annoncé une date de switch-off, dit-on? Je dirais que oui, évidemment, on regarde l'ensemble des pays. En tant que service public, on fait également partie de l'UR, donc on a des échanges sur la matière. Dans ce cas présent, le cas des Suisses est le plus interpellant, et de voir comment, à partir de quel moment vont-ils décider, quels indicateurs vont-ils décider d'arrêter la FM pour distribuer exclusivement en DAB+. L'audience, j'imagine, peut-être, qui est déjà peut-être comptabilisée chez Mediapulse, ce qui concerne le volet numérique. Peut-être, à vérifier. L'audio digital, est-ce que celui-ci tient aussi une place déterminante dans votre stratégie au pôle média? Et je fais référence aux différents flux qui sont proposés aux internautes. Oui, alors déjà, la première chose que nous faisons, c'est que tous nos contenus linéaires sont rediffusés sur notre plateforme OTT propre, qui s'appelle Ovio, qui propose l'ensemble de nos contenus audio et vidéo. Donc c'est une seule et même plateforme, c'est pas une plateforme séparée pour la vidéo et l'audio, et je vous expliquerai dans un instant l'avantage de cette approche. Donc nous avons déjà des podcasts qui sont la déclinaison du linéaire, et le podcast natif est en train de se développer. Je dirais que nous sommes, là j'oserais pas dire que nous sommes en avance, on suit un peu le mouvement. Ce que je constate, c'est qu'il y a davantage d'animateurs qui spontanément viennent proposer de nouveaux projets. C'est assez ludique, c'est extrêmement créatif, c'est un nouveau mode d'expression, et la qualité de narration, c'est un peu le centre de notre métier. Donc il y a des possibilités importantes. Je pense à la série Noir, Jaune, Rouge, podcast natif qui vient d'être lancé sur les grandes affaires criminelles belges. Ça permet également d'avoir une approche plus anglaise. On a lancé une série sur la bisexualité qu'on n'oserait pas mettre telle quelle sur le linéaire, puisque c'est un langage plus direct. Mais nous avons également des podcasts natifs qui arrivent sur le linéaire. Alors une initiative que nous avons prise avec la rentrée de septembre sur la première, pour laquelle nous avons vu l'offre de fond en comble au niveau de l'info et de la culture. En sortie de matinale, vers 8h50, nous diffusons un podcast natif. Alors que nous sommes encore dans une matinale où ce qui compte c'est l'instant présent, ça donne un moment de respiration, et ce sont des podcasts natifs sur l'histoire de Berlin, sur les grands discours politiques de Martin Luther King à Obama, et ça vous donne un moment de respiration, un moment d'évasion avec une qualité sonore enrichie qui je trouve a un côté divertissant extrêmement plaisant. Alors ça coûte, est-ce que c'est rentable? Vous savez, dans le service public, le premier objectif, c'est d'atteindre l'ensemble des publics et de répondre à leurs attentes. Alors, je ne parlerai pas de rentabilité, mais plutôt d'arbitrage. Donc, de voir comment nous pouvons être un peu plus efficients sur le linéaire classique pour dégager des moyens à l'attention du non-linéaire. Et là, nous avons une approche globale pour le faire. Donc, on regarde l'ensemble de ces publics et nous prenons des décisions de réduction d'investissement sur des productions en télévision qui sont coûteuses. Ça dégage des moyens qui sont disponibles. Alors, avant de parler médias, on va d'abord parler public. Et une fois qu'on aura identifié le public qui a besoin de davantage de moyens, par exemple les jeunes, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, quand on aura identifié par exemple les jeunes, ou si on pense aux ados, quel projet développer pour eux? Si ça passe par la radio, il y aura une offre radio qui va suivre. Mais si c'est exclusivement digital, ce sera exclusivement digital, et pourquoi pas sur YouTube. Donc c'est une question d'arbitrage, plutôt que de parler de rentabilité. Et notre ultime mesure sera l'évolution de la couverture de la population au quotidien avec l'ensemble de l'offre de la RTBF. Xavier Huberland, vous êtes le directeur du pôle média à la RTBF. On va continuer cette discussion. Est-ce que le podcast est un marché d'avenir? Est-ce que vous voyez de réelles opportunités, tant en termes de créativité qu'en termes de revenus ou d'audience numérique? Quel est votre point de vue sur un marché qui apparaît un peu assez flou aujourd'hui encore, hein? Les contours ne sont pas forcément bien délimités. Et c'est très tôt. Aujourd'hui en Belgique, nos outils de mesure nous indiquent un taux de pénétration du podcast de 7%, donc c'est encore assez confidentiel. Donc c'est dans la tendance, mais c'est pas encore adopté.
Et je ne réfléchis pas en matière de podcast en termes de potentiel de revenus. Sans doute pas exceptionnel puisque nous sommes sur le digital et le revenu sur le digital ne compense pas les éventuelles pertes de revenus sur le linéaire, mais ça fait partie de l'équation. Je le répète, c'est global. Si on parle de digital, pour nous, l'important c'est Ovio, cette plateforme qui réceptionne l'ensemble de ces contenus, donc aussi le podcast. Et Ovio, c'est 2 800 000 comptes sur une population de 4,3 millions. Donc 2,8 millions par rapport à 4,3 millions, ça fait plus de 60% de pénétration. Ça nous donne l'opportunité pour chaque internaute qui vient nous visiter, il y en a à peu près 1 million qui vient nous visiter en moyenne mensuelle, de lui proposer un large catalogue de contenus. Et donc, imaginez qu'ils viennent pour visionner une vidéo, nous avons la possibilité de lui proposer un podcast. D'où l'intérêt pour le média audio de se retrouver sur la même plateforme et donc de participer à l'offre de découverte qui est vraiment notre potentiel de différenciation par rapport aux acteurs mondiaux. C'est la largeur du catalogue et le côté local que nous proposons en connaissant au mieux la cible. Une seule et même entrée, Ovio, oui. Et un catalogue relativement vaste de l'ensemble des marques de la RTBF. Oui, alors il est vraiment vaste parce que c'est non seulement l'ensemble des marques, ce sont quelques contenus exclusifs, on commence à monter en puissance. Par exemple, nous avons lancé le Série Corner qui sont des séries en VO, sous-titrées, qui viennent en particulier du nord de l'Europe, qui pour certaines sont exclusivement sur Ovio, ne se retrouvent pas en linéaire, qui sont consommables en binge-watching, puisque c'est encore une des habitudes. Ce sont des thématiques tout à fait larges qui vont de l'info au sport, à la culture, au divertissement. Et nous voyons d'ailleurs sur Ovio que les grands succès se trouvent dans l'ensemble des catégories. Si je pense à l'année 2019, on était extrêmement performant sur la couverture des élections, que ce soit en audio ou en vidéo, 1 300 000 vues. On a été performant sur un programme de société, on n'est pas des pigeons qui décryptent les arnaques potentielles au niveau des consommateurs. On a été performant sur la diffusion en numérique du concours Reine-Elisabeth, qui est donc suivi par la 3, par Musique 3, mais qui se retrouve sur Ovio. C'est plus de 350 000 vues, ce qui a triplé par rapport à l'année précédente. Le sport est également un rendez-vous important sur Ovio grâce au Tour de France qui a démarré en Belgique, ça a aidé. Donc c'est ça qui nous réjouit, c'est la possibilité de répondre à des attentes très diverses et c'est notre point de différence, c'est ce potentiel de découverte, comme si vous alliez dans une librairie du coin avec une idée bien précise concernant un bouquin qui vous intéresse et puis que vous écoutez le conseil du libraire qui vous fait sortir avec des éléments de découverte auxquels vous n'aviez pas pensé. À la radio, il y a quelques années, Pure avait mis en place une solution de radio filmée, radio visuelle. Je crois que ça s'appelait Radiovision. Pure Vision. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que ça a donné? Parce que vous avez été précurseur dans ce domaine, en Europe notamment, parce que vous retransmettiez schématiquement en vidéo l'ensemble des programmes qui étaient mis en onde à l'antenne. Alors ça fait longtemps que vous vous êtes positionné sur ce segment-là. Est-ce que vous dites aujourd'hui, oui, on a eu raison de partir très tôt, il y a 4 ou 5 ans, Pure Vision, ça il y a pas au moins cela. Ouais. Disons que c'était les prémices de la radio filmée, et donc ce que vous voyez, c'est le studio et les clips vidéo qui passent à l'antenne. Il y avait des incrustations de météo, absolument. Il y a des petites infos en il y a de l'information enrichie additionnelle. Exactement, voilà. Maintenant, pour être honnête, ça n'a pas décollé. Par contre, ça donne une exposition supplémentaire à la radio. C'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas. Que nous continuons sur Pure Vision. Et à côté de cet élément-là, nous avons comme projet d'amener la matinale de Pure sur la 2. Comme nous le faisons au Vivacité et la 1. Donc de nouveau, les synergies entre médias à l'adresse d'un public donné. Et on va le faire avec la technologie qui est la nôtre, où on peut mélanger l'audio et le vidéo. C'est en particulier le cas pour Vivacité qui bénéficie d'un studio qui est assez novateur, puisque c'est un studio audio enrichi de la télévision avec des moyens plus légers. Et donc à côté de Pure Vision, on va développer cet axe-là aussi de retrouver sur votre chaîne préférée un média radio. Est-ce que le public est prêt à vivre cette expérience-là? Est-ce qu'il vous la demande dans les études que vous engagez? Est-ce que vous le sentez prêt? La radio, c'est un média qui s'entend, pas forcément qui s'écoute. Un média, en tous les cas, avec lequel on peut faire autre chose parallèlement. Lorsqu'on y ajoute l'image, c'est un petit peu plus compliqué pour celui qui est au bout de la chaîne.
D'abord, je vous dirais qu'on retourne à l'audio pur. C'est le cas du podcast, par exemple. C'est ce que nous donne le confort des enceintes connectées. Personnellement, j'écoute la radio en dehors de la voiture grâce aux enceintes connectées, ce que je ne faisais plus depuis des années. Donc on revient au son, mais à côté de ça, il y a quand même une accoutumance qui est forte sur le visuel. Et permettre à une radio d'être diffusée partiellement en télévision, ça lui donne de la visibilité. Qu'est-ce qui doit être diffusé prioritairement selon vous ? La matinale ? Si je vois notre expérience, la matinale, c'est quand même le peak time. La matinale de Vivacité sur la une est le leader. En audience télévisuelle, elle est le leader à ce moment-là de la journée. Donc, ce qu'on constate, c'est que des personnes qui souhaitent écouter la radio aiment bien la voir aussi. Donc, ont le réflexe d'allumer leur poste de télévision le matin. Vous suivez ce qui se passe en France actuellement avec le déploiement des matinales filmées dans les 44 radios locales de Radio France, le réseau France Bleu. C'est un peu ce que vous faites pour Vivacité. Ils sont venus voir notre studio. J'imagine. Ils sont venus s'inspirer de ce que vous faites. Alors les enceintes connectées, quelle place, quel avenir pour ces petits joujoux très intrusifs dans nos vies quotidiennes ? Quelle place vous leur accordez ? Est-ce que vous pensez vraiment que l'auditeur va passer par une enceinte connectée pour écouter un podcast ou une radio ? Il y a différents points. D'abord, en ce qui concerne l'écoute linéaire de la radio, ça donne une qualité sonore. Je ne vais pas citer de marque, mais qui est meilleure. Vous avez une qualité sonore qui est bluffante et qui occupe tout l'espace, puisqu'elles peuvent être programmées en fonction de la pièce où vous mettez ces enceintes. Pour moi, c'est supérieur à ce que j'ai connu jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous utilisez personnellement comme enceinte connectée ? Une Sonos. D'accord. Sonos, et d'ailleurs, grâce à Radio Player, nous sommes bien distribués sur Sonos. Il n'y a pas que Radio Player sur Sonos. TuneIn y est également, et ça me permet d'écouter les radios françaises chez moi tranquillement le week-end. Voilà. Sonos, donc la diffusion du programme linéaire est une chose, et nous sommes en réflexion pour voir le type de contenu qu'on pourrait développer, notamment par rapport aux assistants vocaux. Et donc ça passera d'abord par l'info, qui doit être paramétré correctement, que ce soit pour Alexia ou pour Google Home. Et là, on n'en est qu'à ses débuts en Belgique. On est un peu en retard sur la France. Mais c'est un marché d'avenir pour vous ? Oui. Oui, la commande vocale semble se développer de façon énorme. Aux États-Unis, c'est plus de 50% de la population qui semble utiliser les assistants vocaux, donc ça va arriver. Vous avez souligné l'expérience Radio Player que vous menez en Belgique. Alors, écoutez, franchement, la Belgique est en avance sur bien des domaines par rapport au marché français. C'est indiscutable en ce qui concerne le DAB+, en ce qui concerne Radio Player. Vous avez réussi assez rapidement d'ailleurs à fédérer l'ensemble des radios. Aujourd'hui, il y a combien de radios belges sur l'application radioplayer.be, qui est une application qui se décline dans différents pays, l'Angleterre, notamment la Suisse, me semble-t-il, et puis il y a des discussions en France et en Espagne aussi. Écoutez, je pense qu'elles y sont toutes, donc il doit y en avoir 25, puisqu'il y en a 25 en DAB+. Mais l'intérêt de Radio Player, c'est de fédérer les discussions, et ça nous donne un point de négociation. Par exemple, par rapport aux enceintes connectées, à un moment donné, on s'est retrouvé exclu des enceintes Bose. Et c'est Radio Player qui a négocié globalement avec Bose, je pense que c'était Bose Europe, la présence de l'agrégateur Radio Player qui nous permet une diffusion en grande qualité sur les Bose. Est-ce que ça vous permet aussi d'être indépendant ? De ne pas être dépendant, justement. Ça nous préserve un peu des plateformes tierces. Exactement, voilà. Donc oui, bien sûr. Donc là, ce qui est important pour nous, c'est l'intégrité de notre approche éditoriale, que l'éditorial ne soit pas coupé en dépit du bon sens, ne soit pas commercialisé non plus en dépit du bon sens et sans aucun retour pour nous. Donc pour le moment, notre stratégie de distribution, c'est Ovio, qui n'est d'ailleurs pas exclusivement RTBF. Nous avons ouvert Ovio à d'autres acteurs, par exemple AB3 et maintenant sur Ovio. Arte l'est également. Pourquoi pas de nouveaux opérateurs radio qui nous rejoignent pour en faire une plateforme de référence. Public alors ? Non, puisque vous avez AB3 et AB Explore qui sont sur Ovio, c'est du privé. Et l'intérêt d'avoir AB3 ou AB Explore, c'est d'attirer un public qu'on touche moins, qui va également rentrer en contact avec le contenu RTBF. Donc de nouveaux potentiels de découverte. Et à côté de Ovio, nous avons radioplayer.be que nous développons, je dirais, exclusivement en termes d'association à ce stade. Vous avez pu chiffrer le nombre de téléchargements pour l'application Radio Player ? Non. Pas encore. Ok. Mais c'est assez récent, Radio Player en Belgique. Je pense que ça date d'au moins 2 ans.
je confonds avec un autre pays, peu importe, mais vous êtes sur Radio Player. Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? L'avenir qui se métamorphose, qui change, qui se transforme très très rapidement ces dernières années. Vous savez que si vous étiez venu il y a 4 ou 5 ans au Salon de la Radio, vous n'auriez pas vu un seul écran. Aujourd'hui, c'est chose courante que l'on croisait sur l'ensemble des stands. Il y a une virtualisation des outils techniques, de moins en moins de consoles. Comment vous voyez cette... Ah oui, allez-y alors. Oui, mais ça c'est encore un autre aspect de la chaîne, et c'est l'intérêt de travailler dans les médias, c'est que ça évolue au pôle média, constamment. j'imagine que vous y réfléchissez. Et donc par exemple, si on parle de studios, régulièrement nous rénovons les studios, nous avons différents centres, donc on ne les fait pas tous en même temps, et donc nous testons de nouvelles technologies. Nous allons avoir bientôt un studio qui se pilotera au départ de tablettes. Nous avons des studios qui sont totalement sous technologie IP, donc le hardware, si vous voulez, n'est pas développé studio par studio, il est développé d'une façon centrale et chaque studio peut aller se connecter et utiliser ce dont il a besoin. Donc ça nous intéresse, nous. Si on peut rendre l'utilisation du média plus légère, et notamment les sorties radio, plus légères, qui peuvent se piloter à l'extérieur au départ d'une tablette, on est preneur. Vous êtes plutôt confiant pour l'avenir et notamment pour l'audience de la radio qui a tendance en France à se tasser et à se morceler. Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors là, je voudrais nuancer. Donc on a effectivement, déjà en termes d'évolution, quels que soient les usages, la Belgique n'est pas dans le peloton de tête en termes par exemple de réduction de reach. Si je prends les deux médias, télévision et radio, télévision, l'évolution globale est 2% de perte de reach sur la dernière année, ce qui n'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus marqué sur les publics plus jeunes évidemment. Et au niveau de la radio, nous n'avons qu'une perte de reach que de 1%. Pour le marché total de la radio en reach quotidien, le reach hebdomadaire a même légèrement augmenté. Donc je ne dirais pas que c'est un radio qui se tasse fortement, la radio. C'est un média extrêmement solide et on constate dans nos études que l'aspect découverte musicale de la radio reste une attente forte. Et comme un certain nombre de nos radios sont musicales, radio d'accompagnement, radio que vous pouvez écouter sur l'ensemble des devices. Quand vous êtes mobile, vous pouvez écouter la radio sur votre smartphone. Donc je ne suis pas trop inquiet. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de suivre l'évolution des usages et de pouvoir donner une expérience d'écoute importante sur le mobile, par exemple. Juste une dernière question, mais les grands changements là, les changements qui vont intervenir dans les prochaines années, selon vous, comme une plaque tectonique, si j'ose dire, profonds bouleversements qui vont apparaître et que la radio devra faire face. Bouleversement, je ne parlerai pas de bouleversement, c'est une évolution. Donc c'est la disponibilité de la radio sur un ensemble de devices qui augmente. Donc on a parlé des enceintes connectées, nous n'en sommes qu'au début. Du pilotage par la voix, nous n'en sommes également qu'au début, mais ça va arriver. L'essentiel du métier reste, c'est la création de contenu. Donc nous accompagnons ces changements. Bien. Xavier Huberrand, merci beaucoup. Vous restez quelques jours ici à Paris au salon pour la journée. La journée, très bien. Vous aurez le temps de faire le tour, j'espère. Absolument. Merci, bon retour en Belgique. Avec plaisir, merci. À bientôt, au revoir. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.